Vous connaissez un des inconvénients de la biodiversité, c'est les bugs. Vous connaissez l'histoire des bugs? Pourquoi on dit un bug en informatique? C'est un problème de biodiversité justement. C'est que le premier ordinateur qui avait des contacts électromécaniques, en fait, n'a pas fonctionné au départ. Ils ont vérifié les programmes, tout ça, ça marchait pas. Et en fait, c'était lié à un nid de punaise qui était sur un des contacts électromécaniques et qui bloquait le fonctionnement de l'ordinateur. Donc tant qu'ils n'ont pas enlevé les punaises, donc vous voyez, la biodiversité peut avoir des inconvénients. Bien, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne, qu'il n'y ait plus de bugs. Alors, quand on parle de biodiversité, ça c'est un rappel très rapide, ça touche bien évidemment l'aspect génétique de tous les organismes vivants. Ça concerne l'aspect spécifique, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants qui existent dans un milieu donné. Et ça concerne aussi, et ça c'est très important en agriculture, c'est le rôle des habitats, des interactions et des paysages, pour lesquels l'agriculture a un rôle extrêmement important à jouer. Alors de manière très minimaliste, il y a certains qui disent mais finalement la biodiversité, c'est 4 bases d'ADN et 20 acides aminés. Il suffit de les mettre un petit peu dans l'ordre, voilà, et on a tous les organismes vivants sur Terre. Alors, le nombre d'espèces, c'est un vaste sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les communiqués, c'est un vaste sujet puisque les estimations dans la littérature vont de 3 millions d'espèces sur Terre à peu près 100 millions d'espèces, sachant que l'IPBES, donc, dans son analyse, s'est basé sur une estimation de 8 millions d'espèces présentes sur Terre. Actuellement, on en connaît 1 750 000 à peu près, donc vous voyez qu'on est loin de tout connaître de ce qu'il y a sur Terre. Et je vous ai mis ici celles que l'on connaît, hein, donc le nombre, alors c'est très arrondi comme chiffre bien évidemment, et les espèces estimées. Et vous voyez que, alors moi je suis un peu spécialisé sur les insectes, ce qui m'a amené à l'apiculture d'ailleurs, et sur les insectes, ça représente actuellement la moitié des organismes que l'on connaît sur Terre, et on estime que le nombre d'insectes est alors 8 millions, l'IPBES donne 5,5 millions. Vous voyez que la partie insectes est très importante. Alors dans le rapport de l'IPBES, donc c'est un rapport qui s'adresse à la biodiversité au niveau mondial. Dans ce rapport, il est dit donc 3/4 de l'environnement terrestre a été modifié par l'homme. Plus d'un tiers de la surface terrestre du monde est destinée à l'agriculture et à l'élevage. La valeur de la production agricole au niveau mondial a augmenté de 300% depuis 1970. Il pointe le phénomène de dégradation des sols d'une manière générale et le problème de la pollinisation, puisqu'il estime que 567 milliards de dollars de production sont confrontés au risque de disparition des pollinisateurs. Et enfin que les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992. Alors si on fait le parallèle avec la situation française, en France on a une co-construction de la biodiversité entre l'homme et la nature qui date de très longue date. C'est la nature que l'on a en France, c'est en fait une construction qui a été faite entre les organismes naturels, si je peux dire, les habitats naturels et l'homme. 53% de la surface métropolitaine est destinée à l'agriculture ou à l'élevage et c'est une surface qui est en régression, je vous montrerai quelques chiffres. La valeur de la production agricole française a doublé depuis 1980 puisqu'on est passé de 37 milliards d'euros à peu près 75 milliards d'euros. La dégradation des sols est une question qui se pose, hein, effectivement, en agriculture française. Une partie de la production agricole annuelle française d'une valeur marchande qui est estimée à peu près à 2 milliards d'euros, est confrontée au risque de disparition des pollinisateurs. Et les zones artificialisées en France ont doublé depuis 1960. Donc vous voyez qu'entre le niveau mondial et le niveau national, on a quand même une certaine similitude. Alors l'IPBES dit que les tendances négatives que l'on observe actuellement vont continuer jusqu'au moins 2050, dans tous les scénarios politiques qui ont été envisagés, sauf ceux qui proposent un changement transformateur. Et ça, c'est lié essentiellement à l'augmentation des changements de l'usage des terres, à l'exploitation d'un certain nombre d'organismes, au changement climatique, avec des différences bien évidemment significatives entre régions.
Et donc en France métropolitaine se pose la question, quels sont les leviers pour inverser les tendances et quel rôle l'agriculture française peut-elle jouer pour inverser ces tendances, sachant que l'agriculture peut être comprise comme une partie du problème et aussi une partie de la solution. Alors en France, la perte de biodiversité, ce sont les chiffres de l'Union internationale de conservation de la nature. C'est 14% des mammifères qui sont concernés, 24% des reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs qui sont menacés de disparition du territoire. Donc c'est un problème tout à fait sérieux. Et pour la flore, les chiffres sont un peu moins clairs dans le rapport de l'UICN, mais c'est surtout les orchidées qui sont menacées de disparition. Alors l'agriculture est souvent mise en cause dans ce phénomène. Et la question qui se pose, c'est quel indicateur peut-on utiliser pour l'agriculture pour suivre l'évolution de la biodiversité? Alors, il est fait référence aux mammifères, on va voir un certain nombre de résultats. Il est fait référence aux plantes, les insectes, on en a parlé tout à l'heure, et les pollinisateurs peut-être en particulier, et les oiseaux. Donc c'est un peu à travers ça que je voudrais vous faire voyager ce matin. Les mammifères, on a essayé de faire des suivis de mammifères en milieu agricole. Le problème que l'on a, c'est que dans les milieux agricoles, on a des mammifères tout à fait classiques, renards, blaireaux, écureuils, enfin voilà, des mammifères que l'on connaît traditionnellement et qui sont d'assez mauvais indicateurs finalement de ce qui se passe dans les exploitations agricoles. Parce qu'on les trouve de manière répartis de manière très homogène sur le territoire. Et donc ce sont des mauvais indicateurs. Si on fait référence à l'UICN, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire au fond, ça doit être un peu compliqué, c'est difficile. L'UICN estime que la liste rouge des espèces menacées en France concerne le vison d'Europe, le putois d'Europe, la noctule commune, le molosse de Cestonie, la sérotine commune, la pipistrelle, la crocidure, le code et le décement des Pyrénées. Or en fait, quand on regarde l'ensemble de ces organismes, ils sont assez peu liés à l'activité agricole. Ce sont essentiellement des organismes qui sont liés au milieu aquatique et ce sont des organismes qui sont liés, dans un certain nombre de cas, à l'habitat humain. Si on regarde les plantes, j'ai pris une référence que Jean-Louis Bernard doit connaître, puisque j'ai emprunté ce tableau d'une de ses présentations. On a 1200 taxons dans les milieux agricoles, hein, selon le professeur Josin de l'AgroParisTech. 300 mauvaises herbes qui peuvent être gênantes, 600 espèces qui sont stables et 300 espèces qui sont en effondrement. Donc, grosso modo, un quart des plantes en milieu agricole sont en effondrement. Les insectes. Alors les insectes, c'est très compliqué parce qu'on a ce rapport qui a été fait, cette étude qui a été faite en Allemagne, dont vous avez entendu parler, qui a été publiée en 2017, sur le poids des insectes volants, évalué à différentes périodes du temps, c'est-à-dire sur une trentaine d'années. Ils ont mesuré l'évolution du poids des insectes capturés. Alors c'est une étude qui est assez discutable parce qu'on n'a pas des points, c'est pas régulier. Ça a été fait sur des sites sur des sites naturels de protection de la nature. Et ils ont avancé un chiffre de 75% d'insectes disparus, ce qui nous semble quand même très très exagéré. D'abord parce que ce sont que les gros insectes qui ont été capturés. Tous les petits insectes sont passés au travers, si je peux dire. Ensuite, c'est surtout les insectes volants sur des distances relativement significatives. Et donc, on n'a pas trop une relation entre ce chiffre, cet effondrement de 75% des insectes, et tout ce qu'on entend, ce qu'on voit par ailleurs, c'est-à-dire des problèmes d'insectes qui sont récurrents, notamment sur les cultures, des problèmes de ravageurs et qui ont fortement augmenté ces dernières années. Tout ce qu'on entend dire sur les frelons, sur les moustiques, etc. Enfin, on ne voit pas bien cette relation entre parce que 75% c'est quand même une masse énorme. Entre ce chiffre de 75% et la réalité, on a quand même du mal à raccorder les wagons.
deuxième exemple dont tout le monde entend parler, c'est les pare-brises. Avant, quand je faisais tant de kilomètres, il fallait que je m'arrête 3 fois pour nettoyer mon pare-brise. Maintenant, c'est plus le cas. Alors déjà, tous ceux qui ont écrasé des insectes sur les pare-brises, je suis désolé, mais vous avez contribué à la destruction de la biodiversité. Alors, plus sérieusement, il y a un phénomène que l'on oublie dans cette analyse, c'est l'évolution de l'aérodynamisme des voitures. Et donc, qui explique quand même une bonne partie de ces effets qu'on a tous dans nos souvenirs. Donc voilà, sur les insectes, on est un peu ennuyé pour dire quelle est l'évolution générale des populations d'insectes. En plus, il y a très peu de suivi de manière bien caractérisée. Donc je crois que les Allemands refont cette étude qui a été faite qui a été publiée en 2017 pour valider cette étude sur le long terme. Les pollinisateurs. Alors, les pollinisateurs, on fait souvent référence aux abeilles domestiques. Les abeilles domestiques, je vous donne les chiffres français, donc essentiellement issus de France Agrimaire. Le nombre de colonies en France se situe depuis 1995 à nos jours autour de 1 300 000 colonies. Donc la disparition des abeilles domestiques, c'est pas à l'ordre du jour, même si c'est difficile de maintenir les colonies, même si il y a un certain nombre d'efforts à faire pour les maintenir. L'abeille domestique, en tout cas en France, n'est pas prête de disparaître, et au niveau mondial, pas plus. Et ce qui veut dire aussi que l'abeille domestique n'est pas un très bon indicateur, parce qu'elle n'est pas très sensible aux modifications d'habitat, puisque l'apiculteur compense en partie un certain nombre d'effets. Et donc, l'abeille domestique, c'est un petit peu comme si on voulait suivre les cervidés et qu'on utilise les vaches comme indicateur, quoi. Donc l'abeille domestique en tant que pollinisateur, ça a des intérêts, mais, bien évidemment, mais c'est pas un très bon indicateur de ce qui se passe dans l'environnement, selon moi. Alors, ensuite, il y a eu des travaux sur les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages sont plus compliquées à suivre. D'abord, on a à peu près autour de 950 espèces d'abeilles sauvages en France. Ces abeilles sauvages sont plus compliquées à suivre, on les connaît moins bien, leur biologie. Et donc, c'est un insecte qui est suivi dans le cadre de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les exploitations agricoles, des petites bouteilles d'eau plastique avec des tubes à l'intérieur qui permettent de regarder la nidification de ces pollinisateurs sauvages. Donc c'est un indicateur parmi d'autres, mais qui n'est vraiment pas facile à suivre. Et à mon avis, le plus intéressant pour suivre l'évolution des pollinisateurs, ce sont les bourdons. D'abord parce que c'est assez facile à reconnaître. On n'a que 37 espèces de bourdons en France, donc c'est plus facile à suivre. Et ils sont complètement dépendants de la disponibilité en ressources, que ce soit nectar ou pollen, et ils sont dépendants de la disponibilité en habitat, puisque en fait, eux, ils nichent dans la nature, si je peux dire, et donc la qualité des habitats reflète complètement, les populations de bourdons reflètent très bien la qualité des habitats pour les pollinisateurs. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais ont la chance, vous savez, c'est un grand peuple de naturalistes, et donc les Anglais, depuis 250 ans, ont un suivi des populations de bourdons. Et en fait, ils se sont aperçus de l'effondrement des populations de bourdons dans les années 80. À un moment donné où il y a eu un gros retour en arrière sur les cultures fourragères. Un abandon assez important des cultures fourragères. Et ces bourdons sont assez liés à beaucoup de plantes légumineuses de type trèfle, luzerne, etc. Et les chutes de ces productions de légumineuses, en tout cas en Angleterre, c'est leur analyse, a entraîné une chute assez sérieuse des populations de bourdons. Les oiseaux. Alors les oiseaux, je vous ai pris ici une carte du monde avec les pourcentages de décroissance des espèces. Donc suivant les différentes régions du monde, c'est issu d'une publication de Ceballosa et de ses collègues.
sur la chute des populations dans le monde, d'une manière générale. Donc il a fait les mammifères, les oiseaux, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que toute l'Europe, alors les pourcentages sont, vous voyez ici, c'est à peu près autour de 50-60%. On voit que toute l'Europe, jusqu'à l'Oural quasiment, le nord de l'Afrique et une partie des États-Unis, on est dans le même phénomène de réduction des populations d'oiseaux. Donc ça interpelle quand même de manière assez importante, puisque bon, 60%, 50-60% des réductions des populations d'oiseaux, c'est quand même assez significatif. On a cette tendance d'une manière générale aussi en Europe, c'est-à-dire que les oiseaux des milieux agricoles en Europe ont chuté depuis les années 1980 jusqu'aux années 2015, ici, hein, je crois que c'est la dernière année, 2013, pardon, jusqu'à l'année 2013, vous voyez qu'on a une tendance à la réduction, alors qui se stabilise, mais qui se stabilise autour de 50%. Et ça, c'est toute l'Europe, en tout cas l'Europe de l'Ouest. Alors en France, on a cette même tendance qui est donnée par le suivi des oiseaux communs, suivi temporel des oiseaux communs, donc qui est réalisé par le Muséum d'histoire naturelle. Et vous avez ici la tendance générale de tous les oiseaux confondus en bleu. Donc vous voyez que ça a baissé, on passe de... bon, on est parti en 1980, 89 exactement, de l'indice 100, et on arrive à autour de 80%, enfin 20% en gros de chute des populations d'oiseaux en général. Là où c'est un peu inquiétant, c'est que les oiseaux agricoles subissent beaucoup plus cet effondrement des populations que les autres espèces spécialisées dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, que sont les oiseaux des milieux bâtis par exemple, qui eux subissent aussi un effondrement de leur population. Et on voit que les oiseaux des milieux forestiers ont commencé à baisser dans les années, autour des années 2000. Et puis ensuite, il y a une forme de redressement des oiseaux dans les milieux forestiers depuis quelques années. On a eu une explosion des oiseaux généralistes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les oiseaux généralistes? Ce sont tous les oiseaux de type qui s'habituent à tous les environnements, qui sont capables de s'adapter à toutes sortes de territoires, que ce soit les pigeons, les corneilles, voilà, qui sont capables de s'installer un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est une vraie interpellation du milieu agricole, c'est cette chute des populations d'oiseaux qui est a priori dans les milieux agricoles plus importante que dans les autres milieux. Alors si on regarde, ça varie bien évidemment d'une population à l'autre, d'un type d'oiseau à l'autre, et on voit quand même que beaucoup d'oiseaux dans les milieux agricoles sont, vous voyez, entre 35, 38, 33, 35, 62% de chute de population entre 1989 et 2015. On a d'autres oiseaux qui, eux, sont en plus recrudescence. On a notamment, d'une manière générale, une recrudescence des populations de rapaces. Bon, alors certains oiseaux, comme le faisan de Colchide, se trouvent très bien actuellement dans les milieux agricoles, puisqu'on a des grosses augmentations de population. Et puis des bergeronnettes, pour des raisons que j'ignore, je ne suis pas trop spécialiste des oiseaux. Mais vous voyez que ça varie beaucoup d'un oiseau à l'autre, et ça interpelle pas mal. Ce qu'on voit quand même, c'est que les oiseaux traditionnels des grandes cultures, c'est-à-dire la perdrix grise, la caille des blés ou l'alouette des champs, sont quand même les populations sont en chute d'environ une trentaine de pourcents. Donc tout ça, ça conduit à l'impression que la domination de l'homme sur la nature conduit inexorablement à la destruction de la nature. Et donc ça, c'est une slide que j'ai pris à mon confrère Christian Lévesque. La planète est-elle foutue? Alors la question c'est, est-ce que l'homme détruit la nature? Ça c'est une grande question. Je vous ai mis ici une photo d'un bocage. Alors pour certains, le bocage, en termes de biodiversité, c'est plutôt bien. Pour d'autres, c'est de la forêt dégradée. Donc, vous voyez, la perception est peut-être tout à fait différente. Alors, comme je vous l'ai dit, en métropole, je vous parlerai que de la métropole. Je ne connais pas du tout les territoires d'outre-mer. Et donc, voilà,
je me contenterai de la métropole. Il n'y a pas de diversité biologique naturelle qui aurait évolué en l'absence de l'homme, mais une diversité hybride, une sorte de co-construction. Et donc on a un melting pot d'espèces qui ont recolonisé les territoires libérés après les glaciations, hein, il y a environ une dizaine de milliers d'années, qui ont accompagné les premiers agriculteurs qui migrant vers l'ouest, et c'est le cas notamment d'un certain nombre de plantes messicoles dont on parle beaucoup, les coquelicots, les bleuets, etc., qui sont donc importés, qui ont été importés au gré des voyages des uns et des autres pour l'économie, pour le loisir, etc. Et vous avez l'histoire des jardins d'acclimatation, qui a été une période où on a essayé d'acclimater des tas de plantes venant de tous les coins du monde et qui sont introduites volontairement ou accidentellement avec les échanges commerciaux. Donc la biodiversité que l'on a actuellement en France, c'est un mélange de tout ça. Et on arrive à des paysages ruraux qui sont en fait pris maintenant comme des systèmes écologiques. Et pour ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit une nature dégradée, mais bon, on peut en discuter. Il faut savoir aussi que l'homme a quand même eu des succès, hein, puisque ici, si on prend le lac du Der, donc dans l'est parisien, le lac du Der est devenu la plus grande réserve d'eau d'Europe, de l'Ouest, avec des populations d'oiseaux tout à fait remarquables, et c'est devenu donc un site Ramsar. Alors qu'actuellement, on se pose la question de créer de nouveaux barrages, etc. Il faut savoir que tous les anciens sites qui ont été développés, soit pour réguler un certain nombre de fleuves, soit pour aménager l'irrigation dans certaines régions, sont devenus des sites de biodiversité, des réserves de biodiversité tout à fait remarquables. La même chose avec la Camargue. La Camargue a bénéficié en fait de l'arrivée des eaux depuis les Alpes, hein, et qui ont permis à la fois la culture du riz, l'élevage de flamands ou l'élevage de taureaux, et qui est maintenant une réserve de biosphère. Donc tout ça, vous voyez que bon, l'homme n'a pas fait que de détruire. Alors, ceci dit, il y a quand même une prise de conscience qui est nécessaire avec la loi de reconquête de la biodiversité. Il faut protéger la nature, bon, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ou la restaurer, mais la restaurer pour retrouver quoi? Et c'est là que c'est compliqué. Donc, déjà, il y a les partisans de tout mettre sous cloche. Or, la biodiversité, une des caractéristiques de la biodiversité, c'est qu'elle évolue sans cesse. Et qu'une des forces de cette biodiversité, c'est d'être capable d'évoluer. Donc, cette capacité d'adaptation des organismes vivants, il faut la maintenir. Plus que de vouloir tout mettre sous cloche, il faut préserver cette capacité d'adaptation des organismes vivants. Alors oui, pour retrouver quoi? La toundra, le jardin de Giverny, le jardin de Claude Monet, c'est-à-dire une nature un petit peu idéalisée, artistique, etc. Des paysages agricoles type bocage, ou des paysages agricoles comme on peut voir en Champagne. Donc voilà, la question c'est ça. On veut restaurer de la biodiversité, mais pour retrouver quoi? Quelle biodiversité on veut? Alors, si on s'attaque aux causes du recul régulier, du recul de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité, pour moi, une des principales causes actuellement, c'est quand même la disparition des zones agricoles. Alors, vous avez ici les barres vertes, c'est en milliers d'hectares, donc en millions d'hectares, plus de 40 millions d'hectares dans les années 1950. On est descendu à 30 et quelques millions dans les années actuelles. Donc on a perdu beaucoup en espace agricole en l'espace d'une cinquantaine d'années. Si on regarde la forêt, elle a plutôt augmenté, puisqu'on est passé d'environ 10 millions d'hectares à, je crois que c'est 16 actuellement, hein, 16 millions d'hectares. Et alors ce qui a considérablement augmenté, ce sont les zones urbanisées, les zones artificialisées d'une manière générale, qui ont considérablement augmenté pendant ce temps-là. Donc dès l'instant où on tape dans un habitat, ben, c'est clair que les organismes qui vivent dans cet habitat vont subir, les populations en tout cas, vont subir une réduction.
Ça, c'est un extrait que j'ai repris des repères de l'Académie d'agriculture. Vous avez ici le pourcentage d'artificialisation des sols en partant d'une valeur 100 ici en 1980. Et vous voyez qu'en 2014, on est passé à 170, 175. Donc l'artificialisation des sols est tout à fait galopante. Et bien qu'il y ait eu des tentatives de coup de frein, c'est quand même encore des tentatives de coup de frein très modestes, puisqu'on est encore à 55 000 hectares chaque année qui sont artificialisés. Hein, ce qui fait, bon alors on dit des fois c'est un département tous les 10 ans hein, qui est artificialisé. Et alors j'aime bien la formule qu'ont pris les confrères qui ont fait ce repère. En 2016, on perd 19 mètres carrés par seconde de terre agricole. Donc je vous laisse méditer sur ce chiffre, mais vouloir maintenir une biodiversité agricole importante en réduisant le territoire sans arrêt, il y a un moment donné, c'est pas possible. Alors les autres causes... André, on te demande ce que c'est que la notion d'artificialisation. Alors, oui, bon, bah, de manière très schématique, c'est la construction des villes. Hein. C'est le recouvrement des sols par du bitume, par des voies ferrées, par des canaux éventuellement. Enfin voilà, ça peut être, c'est tout ce qui est rendre imperméabiliser, si on peut dire, les sols. Et voilà, donc faire des parkings au lieu d'avoir des champs, quoi. Hein. Donc et donc, vous voyez, la vitesse d'artificialisation est tout à fait importante. Et je pense que ça, dans bon, le rapport de l'IPBES le souligne hein, au niveau mondial, mais c'est vrai aussi en France. Mais il faut quand même nuancer parce que ça comprend aussi toute la création d'espaces verts, de renaturalisation, de profiter d'espaces naturels qui sont en ville. Hein. Donc on peut aussi avoir de la biodiversité dans des espaces artificiels. Oui, oui. Oui, alors le rapport de surface n'est quand même pas tout à fait le même, mais c'est vrai qu'on peut avoir. Oui. Il y a aussi la consommation de surface par les résidences secondaires ou tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ben, dans le plan d'urbanisme, dans le plan d'urbanisme de l'Île-de-France, je crois que la surface moyenne pour une famille de 4 personnes, c'était 600 mètres carrés. On va passer à 300 mètres carrés. Donc ça veut dire d'une façon ou d'une autre, il va falloir tasser les gens. Hein, donc si on veut lutter contre cette artificialisation des sols. Alors les autres causes, il y a une cause moi, qui me tient à cœur, qui est très mal étudiée me semble-t-il, c'est la pollution lumineuse. J'ai la chance de prendre le train le matin dans une petite gare qui se trouve au milieu de la forêt de Fontainebleau. Ce matin, le quai de la gare était couvert de hannetons. Parce que les lumières de la gare restent allumées toute la nuit, bon, même quand il n'y a plus de train d'ailleurs, ce qui est très curieux, mais bon, enfin. Les lumières de la gare restent allumées toute la nuit, ça attire tous les hannetons de la forêt environnante qui s'épuisent à tourner autour des lampes. Et ça entraîne des chutes. Donc, sur les insectes, ça a des conséquences très importantes en termes d'épuisement, en termes d'altération de la reproduction, parce que quand ils tournent autour des lampes, ils ne tournent pas forcément avec la femelle, ou la femelle ne tourne pas forcément avec le mâle. Ça perturbe sérieusement les migrations d'insectes pour tous les insectes migrateurs. Et je pense que pour les oiseaux, je suis moins spécialiste, mais pour les oiseaux, c'est aussi une des conséquences de perturbation des mouvements migratoires. Et vous voyez, je vous ai mis une photo, alors bon, il y en a plein de photos de la France actuellement. La France, la nuit, c'est quand même... c'est Noël, quoi. Et donc, je sais que dans mon village, on se bat pour faire éteindre les lumières la nuit. Et c'est très difficile parce que les gens se sentent moins en sécurité. Donc voilà, il y a un conflit, il faut le connaître. Et je pense que c'est une des causes de chute de la biodiversité. Et puis, j'ai mis le réchauffement climatique. Alors, j'ai moins d'exemples, personnellement. Mais vous avez ici, vous avez tous reconnu la processionnaire du pin. Donc, la processionnaire du pin qui est en train de s'étendre grâce au réchauffement climatique. Elle n'est pas tout à fait nouvelle dans le pays, hein, mais elle est en train d'étendre son aire d'extension grâce au réchauffement climatique. L'intensification des échanges. Je vous ai mis ici un porte-container. Le plus grand porte-container actuellement, c'est 22 000 containers. Donc autant dire que c'est impossible de contrôler
les organismes qui passent dans ces containers. Le train qui fait Pékin-Londres, hein, je crois que, voilà, qui va passer toutes les semaines. Les mouvements des populations, que ce soit par le tourisme, par les échanges commerciaux ou les migrations. Et donc l'IPBES insiste sur les 21 pays qui ont des dossiers détaillés sur le nombre d'espèces exotiques envahissantes. Ça a été augmenté de 70% depuis 1970. Et en France, on a exactement la même tendance, et je vous l'ai mis pour les insectes, mais je pense que c'est vrai aussi pour les plantes et pour les maladies, ou les micro-organismes plus exactement. Vous voyez qu'entre 1950 et 2000, on avait 1,5 insecte exotique par an en moyenne qui arrivait, d'importance agronomique. Et vous voyez que maintenant, on est plutôt autour de 6 à 7 insectes par an d'importance agronomique qui arrivent des autres continents. Donc l'intensification des échanges se traduit par une augmentation de ces invasions d'insectes. Alors il y en a certains dont vous avez sûrement entendu parler, la coccinelle asiatique, hein, qui perturbe nos coccinelles nationales. La chrysomèle du maïs, la Drosophila suzuki sur les cerises, hein, si le prix des cerises est cher, c'est un peu à cause d'elle. La pyrale du buis, hein, qui en ce moment s'attaque, le charançon du palmier, pardon. La punaise diabolique, dont vous n'avez peut-être pas encore trop entendu parler, mais qui est en train de s'installer très tranquillement dans toute la région parisienne. Le frelon asiatique, bien évidemment, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc tout ça, ça modifie la biodiversité, ça la perturbe. Dans certains cas, c'est défavorable. Hein. Si je reprends la coccinelle asiatique transmet aux coccinelles locales, transmet une maladie qui s'appelle noséma, qui est une maladie intestinale, qui entraîne des chutes de population des coccinelles locales. Donc voilà, vous voyez que ces échanges ont aussi des influences très importantes sur la biodiversité. Alors, pourquoi la biodiversité régresse-t-elle sur le territoire agricole français? Alors, donc vous avez vu qu'il y a des aspects généraux, hein, c'est-à-dire la pollution lumineuse, l'artificialisation des sols, les échanges commerciaux, c'est des aspects généraux qui touchent toute la société, pas spécifiquement l'agriculture. Et il y a des points qui touchent pas spécifiquement l'agriculture. Il y a d'une part le recul régulier des surfaces agricoles, hein, et beaucoup d'abandon de terres agricoles, avec des mouvements de déprise notamment. Donc qui dit déprise dit fermeture du milieu agricole, et en général s'accompagne d'une réduction de la biodiversité. Donc c'est à peu près 30 000 hectares par an. Et puis un point aussi qui moi alors, j'ai peu de références historiques, mais c'est les changements d'affectation des sols. C'est-à-dire qu'on change très vite, l'utilisation d'un sol agricole change très vite maintenant, beaucoup plus vite que ce qu'on faisait par le passé. Je vous donnerai quelques exemples. Deuxième cas, c'est les modifications dans l'espace agricole, la réorganisation du parcellaire. On a parlé beaucoup des remembrements, des extensions de parcelles, etc. La diminution des surfaces de prairies, je vous montrerai un exemple. L'augmentation des terres labourables d'une manière générale. La simplification des assolements, chose qu'on peut discuter parce que c'est en train de revenir, ça. La régression des zones humides dans les milieux agricoles. Hein, moi, j'ai eu l'occasion de passer une partie de mon enfance à Lyon. À Lyon, les zones humides des Dombes, c'était perçu comme de manière très négative. Ça amenait les miasmes, vous savez, et puis surtout un brouillard qui couvrait Lyon pendant des fois jusqu'à un mois. On avait un mois de brouillard et les gens se plaignaient des zones humides des Dombes. C'était il y a 40 ans. Hein. La disparition des éléments fixes du paysage, donc les haies, les arbres isolés, etc., qui ont considérablement été réduits. Et puis la transformation des pratiques, notamment sur la gestion de l'eau, le travail des machines agricoles qui s'est accéléré, agrandi, les pratiques de fertilisation et les pratiques de protection des cultures qui ont aussi changé. Alors, changement rapide d'affectation des sols. Je voudrais juste vous montrer une carte de la France en 1970. Alors, plus c'est vert, plus il y a de prairies permanentes.
et voilà en 2000. Donc en l'espace de 30 ans, vous voyez la disparition de toutes ces zones de prairies. Et j'ai toujours l'habitude de prendre, je ne sais pas s'il y a des gens du Poitou-Charentes, mais le beurre Charente-Poitou, hein, que donc, tout le monde a encore en tête la publicité. Vous voyez, c'était basé sur des prairies qui étaient à l'époque dans toute cette région-là, qui ont quasiment disparu. À part les fonds de vallée, il n'y a pratiquement plus de prairies. Donc vous voyez que le paysage agricole, on ne se rend pas compte de ça, mais a changé très rapidement en l'espace de quelques dizaines d'années. Autre changement d'affectation, j'ai mis les cultures à fleurs. Alors, j'ai pris les principales. Le tournesol. Le tournesol en France, jusque dans les années 80, il n'y en avait pratiquement pas. On est monté dans les années 90 à peu près 1 200 000 hectares de tournesol et on est redescendu actuellement autour de 600 000 à peu près. Donc vous voyez qu'il y a des fluctuations très importantes en l'espace de très peu de temps de type de culture. Si on prend la luzerne, on avait plus d'1 million d'hectares de luzerne dans les années 1960, hein, jusqu'aux dans les années 80. Et on voit l'effondrement de la production de luzerne à nos jours, qui est autour de 300 000 hectares à peu près. Le trèfle violet est une ressource importante pour les pollinisateurs. C'est complètement effondré, hein, il n'y a pratiquement plus rien. Et le colza a remplacé. Donc voilà les grandes masses de fleurs, si vous voulez, qu'on peut avoir en France, dans les grandes cultures en tout cas. Les grandes masses de fleurs, on voit qu'en l'espace de très peu de temps, il y a eu des perturbations, des modifications extrêmement importantes. Alors l'agriculture est très concernée par la biodiversité, parce que le milieu vivant, c'est la base des productions. Je vous l'ai dit, elle occupe 53% de la surface du territoire. Elle est créatrice de biodiversité, elle influe de manière majeure sur la diversité du vivant. Elle utilise un certain nombre de mécanismes de régulation, de pollinisation, etc. Et elle peut être répressive de cette biodiversité suivant la façon dont elle est gérée. Alors, les mécanismes qui ont des effets négatifs, les remembrements excessifs. Ça, c'est une route en Champagne. Donc, vous voyez que il y a peu d'espace pour les zones non cultivées. Et ici, vous avez aussi toujours la Champagne. J'ai rien contre la Champagne, hein, mais le vignoble de Champagne, vous voyez qu'il y a pas beaucoup de place non plus pour autre chose que la production viticole. Aucune bande enherbée, aucune interstice entre les parcelles, etc. Donc très peu de zones, on va dire, semi-naturelles. Les surfaces parcellaires qui ont augmenté, donc ça qui pose aussi un certain nombre de questions. Les changements rapides des productions, on l'a vu, la mécanisation, l'utilisation des pesticides, l'altération, la destruction, la pollution d'un certain nombre d'habitats, l'uniformisation poussée des cultures et des pratiques. Le fait qu'on a des accélérations de mise en place de cultures, par exemple. Je vous prends l'exemple du tournesol. Le tournesol, il y a 30 ans, les semis de tournesol dans une région donnée, ça s'étalait sur plusieurs semaines. Actuellement, avec l'augmentation des tailles de parcelles, des machines plus performantes, etc., le semis de tournesol se fait très rapidement dans un secteur donné. Ce qui fait que tous les tournesols arrivent à fleur quasiment en même temps et qu'on a, au lieu d'avoir comme autrefois des durées de floraison du tournesol qui duraient 1 mois et demi, 2 mois, on a des durées de floraison du tournesol qui sont plutôt autour de 3 semaines. Et donc vous voyez que pour les pollinisateurs ça change tout. Vous avez 1 mois et demi vous n'avez pas du tout le même délai de nourriture, si je peux dire, de disponibilité en ressources pour les pollinisateurs. Le recul des prairies permanentes, on l'a vu, hein, on a perdu 4 millions d'hectares de prairies permanentes d'une manière générale, ce qui représente 4 millions d'hectares, c'est pas tout à fait 10% du territoire national quand même. L'assèchement des zones humides, on l'a dit, la suppression des haies et des arbres, etc. Le machinisme, alors ça j'ai pris cette référence d'un livre qui s'appelle Production végétale
pratiques agricoles et faune sauvage, auquel Jean-Louis a participé. Et on voit que aussi les machines ont un rôle assez important sur la destruction d'un certain nombre d'organismes. J'ai eu l'occasion de faire des suivis de populations de lièvres dans l'est de la France. Et les machines de récolte de luzerne, par exemple, font des dégâts terribles sur les populations de lièvres, parce que les lièvres, vous savez, ont tendance, quand elles entendent du bruit, à se plaquer au sol, et la machine, quand elle passe, le lièvre passe dans la machine. Donc, toutes les techniques d'ensilage, de fauche, de broyage, vous savez, le broyage, juste pour vous donner un exemple, il y a une étude qui a été faite en Suisse. Le broyage des plantes fleuries avec des abeilles en train de butiner, ça entraîne jusqu'à 60% de mortalité des butineuses, de passer un broyeur. Donc on ne se rend pas compte de ça, mais c'est pour ça qu'on essaye d'éviter, enfin on recommande en tout cas de ne pas broyer un certain nombre de zones semi-naturelles ou de prairies, etc., pendant les périodes de nidification des oiseaux et pendant les grosses périodes d'activité des insectes. Alors les produits de protection des plantes sont toujours mis en exergue, en disant voilà, ils ont contribué à la destruction de la biodiversité, ce qui est à la fois en partie vrai et en partie faux. Bon, la protection des cultures, les produits de protection des cultures d'une manière générale, quels qu'ils soient, que ce soit d'origine chimique ou d'origine biologique, ils ont un rôle, c'est de détruire ou de réguler un organisme. Je dépasse le temps? Je suis trop long, c'est ça? Je ne sais pas où t'en es, et voilà. Bon, je me dépêche alors. Alors, aucun produit n'est anodin. Donc ça, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Les études toxicologiques qui sont faites pour s'assurer de la sécurité pour les écosystèmes, surtout qu'il n'y ait pas d'effet irréversible. Ça, je crois que c'est un critère fondamental dans l'évaluation des produits. Et aucun risque inacceptable lorsqu'il est utilisé suivant les recommandations. Et évaluer les risques potentiels lorsqu'il y a un mésusage. Donc voilà, ça c'est les principes d'évaluation des produits. Alors ça se fait sur tout un tas d'organismes vivants, que ce soit des organismes présents dans les eaux superficielles ou des organismes indicateurs, type pollinisateurs, gibier, oiseaux, auxiliaires, etc. Et bien sûr les organismes du sol. Et ensuite, ces produits sont en général suivis. Là, j'ai pris une référence qui date un petit peu, qui est de l'Office national de la chasse. C'est le suivi des mortalités sur un certain nombre d'organismes sur le territoire et essayer de connaître les causes de ces mortalités. Alors, il y a donc ce suivi qui montre quel est le rôle des maladies, par exemple, quel est le rôle justement des intoxications et dans les intoxications, essayer de caractériser le pourcentage qui est lié à différents types de molécules. Voilà. Ou de végétaux, puisqu'il y a aussi des intoxications avec des végétaux toxiques, notamment les ifs. Chaque année, il y a des mortalités de cervidés avec les ifs. L'agriculture aussi créatrice de biodiversité, en ouvrant le paysage, en créant des nouvelles variétés, en ayant des cultures variées dans l'assolement. Alors on dit souvent les monocultures sont défavorables. En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, et c'est vrai que les monocultures sont défavorables à la biodiversité, mais on s'aperçoit que de plus en plus les agriculteurs sont, y compris dans des zones comme la Beauce ou la Brie, sont sur des rotations de plus en plus longues. C'est-à-dire qu'un agriculteur beauceron maintenant, il a une dizaine de cultures sur son exploitation. C'est plus comme on avait il y a encore quelques années où il n'y avait que du maïs et du blé. Là maintenant, il y a environ une dizaine de cultures différentes. Dizaine de cultures avec le blé presque la moitié. Alors le blé représente, les céréales représentent encore une grosse partie, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça tourne. Et c'est une question d'ailleurs, les têtes d'assolement, enfin bon, on pourra en parler dans les discussions, mais quelle tête d'assolement choisir? Alors l'agriculture, elle a un rôle, c'est de gérer une biodiversité que j'ai dit à deux faces. Il y a toujours la biodiversité sympathique, celle dont on nous parle tout le temps, les coccinelles, les chauves-souris, les oiseaux, les bourdons. Et puis il y a la biodiversité qui est moins sympathique. Les pucerons, les moustiques, les frelons, etc. Donc là les gens disent ouais, mais bon, si on pouvait en avoir un peu moins, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est un peu cette ambiguïté. Et puis il y a la troisième,
parcelles dont on ne sait pas. C'est-à-dire, un coup c'est bien, là je vous ai mis les coccinelles asiatiques justement, bah, un coup on se dit c'est pas mal, ça fait de la lutte biologique. Ouais, mais ça transmet des maladies à nos coccinelles, enfin, voilà, ça perturbe les équilibres. Les chardons, bon, qui est un très bon hôte pour un papillon qui est tout à fait magnifique, qui s'appelle la vanesse de l'artichaut. Voilà, mais on nous dit, ouais, non, mais il faut détruire les chardons. D'accord. Les ragondins, qui à une époque étaient très bien vus parce qu'ils nettoyaient les berges et tout ça, c'était très bien. Maintenant, les berges s'effondrent et les ragondins pullulent dans un. Et puis, je vous ai mis ici un chevreuil qui est tout à fait sympathique dans un champ de céréales. Mais si vous parlez d'un chevreuil à un producteur de vin dans le Bordelais, il ne veut pas trop voir ce chevreuil parce qu'ils viennent brouter tous les bourgeons de vigne et donc ils n'aiment pas trop le chevreuil. Oups. C'est bon? C'est fini. Je suis pas sûr que ça soit bon. C'est fini. T'as pas bougé? J'ai revu un pouce. Deux pieds. On commence. Elle t'ai fait tout et puis Bon, désolé, bah voilà un bug. ça revient. C'est le cas, c'est un coup de l'ADN qui est. Il a tenu pendant un moment. Sinon, signal, on va arrêter. Ne bougez plus. C'est bon. Je bouge plus. Voilà. Alors, par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre d'expérimentations qui montrent un gros intérêt, tout le potentiel qu'a l'agriculture vis-à-vis de la biodiversité. Ça, c'est une étude qui a été faite par le Game Conservancy Trust en Angleterre, sur une ferme qui est assez importante, une ferme qui fait à peu près 4000 hectares, qui s'appelle Loddington. Et ce qu'ils ont montré, ici vous avez l'indice de chute des populations d'oiseaux. Alors c'est une référence qui date un petit peu, mais qui a beaucoup inspiré beaucoup de monde. C'est que sans perturber considérablement les pratiques agricoles, en remettant un petit peu de biodiversité dans les parcelles, c'est-à-dire en mettant des bandes enherbées, en remettant des zones fleuries, etc., on arrive à récupérer en partie, à revenir à un niveau qui était le niveau des années 1960. Voilà. Donc ça a donné beaucoup d'espoir, parce que ce que je vous disais, l'agriculture, ça peut être une partie du problème, mais ça aussi une partie de la solution. Et donc il y a différentes méthodes, bon je vais passer rapidement. Il y a un premier, alors non je vais quand même oui, il s'agit de restaurer la diversité biologique des sols, et là honnêtement, on est encore un peu démunis, il y a du travail à faire, parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus, et il y a vraiment beaucoup d'espoir à améliorer cette diversité biologique dans les sols, qui normalement doit être accompagnée d'une restauration de la diversité botanique, qui entraîne presque automatiquement une diversité de la microfaune, hein, donc tout ce qui est insectes, etc., et qui, elle, va entraîner la diversité de la macrofaune. Voilà. C'est cette chaîne qu'il faut respecter. Ça ne sert à rien de commencer par ce bout-là. Ça ne marche pas, parce que si ces oiseaux n'ont rien à manger, ça ne sert à rien.
Alors, bon, je vais passer sur le sol. Un des points importants sur le sol, c'est les questions sur le travail du sol, où le travail du sol a une influence assez majeure sur la vie des sols. Et là, il y a beaucoup de travail qui est en cours par différentes associations pour essayer de voir comment on peut restaurer la vie biologique des sols. Alors, les agriculteurs ont un certain nombre de leviers qui leur permettent de jouer sur la biodiversité. C'est la restauration des haies, en essayant de mettre un petit peu moi je dis toujours de mettre un peu d'intelligence dans la constitution des haies, et éviter de faire des haies de peupliers par exemple, simplement, mais c'est d'essayer de mixer des espèces qui vont fleurir à différentes périodes, qui vont fructifier à différentes périodes, etc., de façon à essayer de maximiser le rôle sur la biodiversité. Les bandes fleuries, les bandes enherbées, là, il y a aussi beaucoup à faire dans les exploitations agricoles. Tout ce qui est culture intermédiaire, il y a énormément de travaux là-dessus et je pense que la couverture du sol à l'automne, c'est un point important pour restaurer la biodiversité. Et tout ça, ça doit être un petit peu intégré, si je peux dire, avec la création de corridors, c'est-à-dire l'idée d'avoir des circuits qui permettent aux espèces de se déplacer dans l'environnement. Ça doit aussi s'accompagner de raisonnements sur la taille des parcelles. Les parcelles trop larges posent des problèmes pour un certain nombre d'espèces. On parlait vous avez vu la perdrix grise tout à l'heure. La perdrix grise, elle a besoin, pour échapper à ses prédateurs, elle a besoin de pouvoir aller se cacher assez rapidement. Donc si elle doit courir alors on dit en plus de 150 mètres, je sais pas, Gérard, tu me corrigeras si. Si elle doit courir plus de 150 mètres, elle a peu de chances d'échapper à son prédateur. Voilà. Donc il faut qu'elle n'ait pas des distances trop importantes. Donc la taille des parcelles est un critère assez important, très important. La gestion des bords de parcelles, qui est encore très mal faite, je pense. Il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Le maillage, on en a parlé. Les assolements et les rotations, je trouve que globalement ça s'améliore, mais on a besoin d'alterner les cultures de printemps et cultures d'automne pour créer ces fractures dans l'environnement, d'améliorer le travail du sol et puis bien évidemment de gérer la protection des cultures. Bon, je vais passer la lutte biologique, je vais passer sur la pollinisation, on pourra le voir dans les questions. Je voulais vous citer simplement un exemple d'une exploitation sur laquelle j'ai eu l'occasion, la joie de travailler, si je peux dire. C'est Château-les-Vergnes, c'est dans le Bordelais. Château-les-Vergnes, on a recensé 420 espèces sur l'exploitation. C'est une exploitation qui fait une centaine d'hectares. 420 espèces, avec 8 espèces d'orchidées, qu'on avait un peu oubliées, des plantes assez rares. Et 420 espèces, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est 8% de la flore française. C'est-à-dire sur un petit timbre-poste de 100 hectares, une centaine d'hectares, on a 8% de la flore française. Donc vous voyez que le potentiel dans les exploitations agricoles quand même existe, avec une avifaune qui est remarquable, puisqu'on avait 12% de l'avifaune de France, 70 espèces d'oiseaux, plus des batraciens liés un certain nombre d'autres organismes plus aquatiques, on va dire. Et donc, quand on fait sur l'ensemble des exploitations sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, on a des nombres de plantes herbacées qui varient entre 157, donc ça c'était dans la Beauce, et 420 dans le Bordelais. 80% de la diversité botanique des exploitations, elle est dans les bords de champs. Elle n'est pas dans les champs. Donc ça je l'ai dit. Les auxiliaires, je vais passer. Et sur les oiseaux, on est entre 25 et 70 espèces. La question qui se pose, c'est qu'on dit « Ah, vous avez 70 espèces, très bien, mais peut-être vous pourriez en avoir 80. » Et ça, on ne sait pas faire. C'est-à-dire calculer quelle est la capacité d'accueil d'un environnement en nombre d'espèces d'oiseaux, en nombre d'espèces de plantes, etc. Alors, on peut comparer par rapport à des inventaires locaux, mais on a du mal à dire à l'agriculteur « Écoutez, là, vous êtes à votre maximum, à votre optimum, ou au contraire, vous avez encore un progrès à faire. » Voilà. Alors, pour l'IPBES, pour l'agriculture, les conclusions, c'est la promotion de bonnes pratiques agricoles et agroécologiques, ça on est tous d'accord. La planification paysagère multifonctionnelle et la gestion plus intégrée des paysages. Ça, je crois que c'est des choses, dans les conclusions du rapport de l'IPBES, qui sont tout à fait applicables à la France. Plus la conservation de la diversité génétique, là on est tous aussi d'accord, et puis un engagement de tous les acteurs du système.
Voilà, et j'ai fini. Je voulais juste vous citer cette phrase de Claudie Aigneret. Le mode de pensée qu'apporte la biodiversité est en cohérence avec celui qu'implique le développement durable, dont la biodiversité, entre parenthèses son maintien et sa gestion, constitue un élément clé. Et je vous remercie de votre attention.